Salut tout le monde. Salut Ricky et Superbog. Non, tout à fait, je suis à la recherche du successeur de Bielsa. Les vestes remplis par un café bouillant. Tout à fait. Oh là là, c'était pas Passy qui avait posé le café. C'est Superbog qui dit sacré Passy. C'était un mec qui l'avait pris. Oh là là, je ne vais plus me souvenir de son nom. Est-ce que c'était pas Ever, je crois, un Argentin coach amateur qui avait écrit à Bielsa et Bielsa lui a dit écoute, là on réfléchit à reprendre l'OM. Si ça te dit, viens à Rosario et puis on va discuter. Et le gars a fini par entrer dans le staff de Bielsa comme ça. C'est tout un truc. Merci pour avoir stoppé cette musique d'intro. Elle vous plaît pas cette nouvelle musique d'intro? Parce que parce que la dernière fois, les musiques se font toujours striker. En fait, je prends les musiques dans la bibliothèque audio de YouTube, donc c'est des musiques libres de droit. Mais quand je les mets sur Twitch, elles se font striker. Donc donc voilà. Bon, je vous ai dit bonjour. Je dis aussi bonjour aux gens qui regarderont sur YouTube en replay. Et je vous remercie d'abord parce que vous avez été très sympathique avec moi et vous m'avez vraiment donné envie de refaire ce live parce que voilà, tout le monde a été très sympa avec moi. Et à un moment, je vais plus me mettre à écouter les commentaires positifs que négatifs. Et puis voilà, c'est un nouveau départ, ou peut-être pas, ou peut-être que si, on verra. Oh là 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 là, ce mec qui fait le hard to catch et qui en plus se parle comme Jean-Claude Van Damme. Enfin bon, je vous remercie donc sincèrement pour vos commentaires ici sur Twitch et sur YouTube. Un grand merci, ça fait vraiment plaisir et ça donne envie d'en faire plus. Et ça donne un petit peu envie de donner de la suite à ce live parce que salut Nordine, ça fait plaisir de te voir ici. Ça fait plaisir. Voilà, ça donnait envie de donner suite à ce live de la semaine dernière, donc où on avait vu un peu les problèmes qui étaient apparus à Roberto De Zerbi au fur et à mesure de la saison. Alors attention, je vous préviens, je vous ai préparé un PowerPoint les gars. Ah ouais, carrément, carrément. Là, on est sur du PowerPoint. Et on va s'attarder sur le match de Lens, voir ce qui a un peu changé, voir ce qu'il fallait changer avant le match. Donc voilà, j'ai vraiment fait ça en mode PowerPoint. Je pense qu'il fallait redonner des repères à l'équipe en retrouvant la structure du début de saison, mais aussi en la renforçant. La structure, c'est le fameux système. Et moi, je reste beaucoup sur un truc parce que j'ai pas la science infuse et que quand j'ai la chance de parler avec des gens qui connaissent mieux le football que moi, bah, j'écoute ce qu'ils disent. Et Reynald Denouex en fait partie. Et je me souviens que Reynald Denouex, il m'avait dit, moi, quand je travaillais sur Canal, je leur demandais vraiment d'essayer de m'avoir un plan haut pour voir la position des deux équipes parce qu'on dit toujours que le système c'est pas important, que c'est l'animation qui compte, mais le système c'est aussi une manière d'avoir des repères. Donc c'est pour ça que j'ai mis repères, des repères entre partenaires, de se dire ok, donc lui il est là, machin, et des habitudes de jeu aussi, et puis des intentions quelque part. Et oui, les systèmes ils évoluent en cours de match aujourd'hui dans le foot moderne, mais voilà. Donc là à l'OM, les repères et la structure, c'était devenu très bordélique. Je pense que les joueurs, la structure, ils savaient plus trop où se mettre contre Auxerre. Je vais vous montrer après une carte des positions moyennes contre Auxerre. C'est n'importe quoi. On voit tout le monde se marche sur les pieds. Il y a des mecs qui sont là-bas, on ne sait pas pourquoi. Et donc la structure n'était plus là. Et les repères aussi, on voyait bien que Balerdi, il osait plus faire certaines passes, etc. Mais en la renforçant parce que il y a certaines choses aussi. Wouh, le mec qui sait faire des traits bien droits. Là, c'était un trait bien droit quand même.
en la renforçant parce qu'il y avait aussi certaines faiblesses dans cette structure et on va voir qu'il y a eu une volonté de régler certaines choses. Euh, PowerPoint Made in Hero, j'en reparlais en plus hier avec quelqu'un. Euh, un peu comme un ballon lâche dans une cour d'une école primaire. Euh, Comme ça doit être chiant de ne pas avoir la science infuse. C'est chiant, je t'avoue. C'est souvent chiant. Donc voilà. Donc on va voir. En fait, quand je parle de structure, etc. Alors je vais faire des allers-retours un peu entre mon écran là et là. Voilà. Donc ça, pour moi, en fait, c'était la structure qui fonctionnait avec deux Zerbi. C'est-à-dire qu'on avait une ligne de 3 derrière, un double pivot là. Et alors, ça dépend un petit peu, mais soit une ligne de 4 derrière l'attaquant, soit on met l'attaquant là-dedans. Mais ça donnait un 3-2-4-1 ou 3-2-5, on va dire, quelque chose comme ça. C'était ce qui fonctionnait, je veux enlever mon caca là sur l'Iwaï. Déjà, sur ce match-là, il avait un peu fait caca sur la feuille de match, donc on va pas en rajouter le pauvre. Mais il y avait un vrai truc comme ça. On avait une vraie ligne de 3 derrière, on avait un vrai double pivot Højbjerg, Kondogbia et une ligne de 4 avec Merlin qui était important, encore une fois je le redis, parce qu'il permettait d'avoir cette ligne de 4 en attaque, parce que là on rappelle que la carte des positions c'est là où tu touches les ballons. Et par contre, il revenait beaucoup en défense, donc il touchait moins de ballons, mais il revenait pour faire une ligne de 4. Donc il permettait d'avoir une ligne de 4 derrière l'attaquant pour attaquer et une ligne de 4 pour défendre lorsque l'adversaire attaquait. Et ce double pivot, il était très important pour la relance. Il était très important aussi pour ce trapèze, parce qu'au milieu de terrain, il y avait beaucoup d'échanges voilà, entre ces quatre-là. Et donc on cherchait à attirer l'adversaire par là, et quand on l'avait attiré par là, si on arrivait à toucher Enrique ou Harit, on pouvait décaler mon ami Greenwood et Merlin sur les côtés pour arriver à des positions où l'adversaire était en infériorité numérique, et tout ça fonctionnait bien. Mais, je pense que je l'ai mis là, il a fallu trouver des solutions. C'est-à-dire qu'il a fallu compenser l'absence de Merlin pour blessure, et après sa baisse de performance en retour de blessure, parce que physiquement Merlin il était plus du tout présent. Donc il a fallu faire ça. Ça s'est couplé à trouver une place à Rabiot, parce qu'on a recruté un gars d'une certaine stature footballistique, etc., qui a un statut, donc il a fallu lui trouver une place. Mais tu lui trouves une place où tu vas pas le faire jouer comme Kondogbia ou Højbjerg, c'est pas le même type de joueur, Rabiot. Donc il a fallu lui trouver une place, et j'ai rajouté défense à droite, parce que c'est un truc sur lequel je fais pas assez attention. Là-dessus, je suis un vrai bielsiste. Je me concentre sur l'attaque et la défense, comme l'avait dit Bielsa. La défense, c'est pas dur. Il suffit de courir et de vouloir récupérer le ballon. Voilà, c'est une limite. Mais on avait vu, notamment contre Paris. Merde, j'ai fait un truc que je voulais pas faire. Contre Paris, la défense à droite, c'était un désastre. Et ça avait notamment permis à Nuno Mendes de se balader à droite. À droite, il n'y avait personne, puisque, on le rappelle, Merlin, il équilibrait le côté gauche en attaquant et en redescendant. Et Greenwood, il défend pas. C'est un truc qui a été reconnu par De Zerbi lui-même. Et en attendant, pourquoi c'était des problèmes qu'on a vus dans le jeu? Encore une fois, je prends les cartes de position, ça a aussi des limites, il y a aussi des trucs, c'est que les ballons touchés, etc., ça ne montre pas les mouvements, plein de choses, c'est clair et net, mais c'est pour donner une photographie assez simple. Et contre Nantes, par exemple, le match que l'OM gagne 2-1, moi j'avais trouvé cette équipe un petit peu... Je trouvais que c'était une équipe banale, en fait. Je trouvais qu'on avait vu une victoire d'une équipe banale. Il n'y avait rien de très spécial dans cette équipe. Et ça s'articulait presque en 4-3-3. Voilà, une ligne de 4 avec deux vrais latéraux. Même si Merlin était revenu, il n'était pas à 100%. Donc il était là. Et de l'autre côté, c'était Lirola, si je ne dis pas de bêtises, le 29. On a beaucoup essayé avec Lirola. On avait aussi essayé
c'était moins flagrant, mais on avait essayé de mettre Murillo dans le rôle de Merlin contre Nice et Rongier là, et ça avait été compliqué aussi parce que à droite ça défendait pas, donc les Niçois avaient beaucoup attaqué par là, et ce match de Nice, il y a quand même eu un peu de réussite. Donc bon, on revient. Donc sur le match de Nantes, là où il fallait intégrer Rabiot, donc on passe à un milieu à 3. Et on voit que c'est un vrai milieu à 3 avec Koné qui est à la même hauteur que Rabiot et Hojbjerg qui était à l'époque seul pour relancer. Il était en point de base de ce milieu. Et en fait, d'avoir deux hommes quand tu cherches à relancer, à faire la différence à la relance, d'avoir un double pivot, c'est utile. Et là, tu avais plus double pivot et il fallait trouver des circuits différents. Et des circuits différents qui pouvaient normalement déboucher sur les côtés. Mais comme tu n'avais pas une énorme confiance dans tes latéraux, c'était compliqué. Et pire encore, donc là, c'était la carte des positions contre Auxerre. On l'avait vu, je pense, dans un précédent live. Là, c'est n'importe quoi. Luis Enrique et Merlin, qui sont très proches, ils se marchaient dessus. Et en plus de ça, il y avait Jonathan Rowe qui semblait un peu détaché de l'équipe. Là, on voit Rabiot, Mopé, ils étaient aussi au même endroit. Qu'est-ce qui se passait? Ça ressemblait plus à grand chose. Et on voit que malgré la qualité de Rabiot, ça posait des problèmes. On savait pas comment l'intégrer. On essayait de mettre plein de joueurs. Ça marchait plus. Donc il fallait, pour moi, régler ces trois problèmes-là. Ces trois problèmes-là, il fallait les régler. Et pour moi, il a donné des réponses quand même de Zerbi. C'est-à-dire qu'il a replacé Rabiot dans l'axe. Attendez, voilà, là je vous montre. Là, ça c'est la carte des positions contre Lens. On voit qu'on retrouve certains trucs. La ligne de 3, défenseurs centraux, c'est très clair. On retrouve un double pivot de manière assez contre-intuitive. C'est Hojbjerg qui est un peu plus haut que Rongier. Et Rabiot qui est presque à leur hauteur, mais il est quand même un peu plus haut et dans le jeu, parce qu'il revenait pas mal pour défendre, donc il a aussi touché des ballons défensivement. Mais dans le jeu, il était dans cette ligne de 4. Dans cette ligne de 4 où là, de plus en plus, voilà, même cette ligne de 5, puisque Mopé était pleinement intégré. Donc on retrouve un peu ce 3-2-5 qu'on voyait ici contre... comment on efface qu'on voyait un peu ici 3-2-5 contre Reims. Donc là, on a retrouvé une structure où déjà, je pense que les joueurs savaient mieux comment relancer, avaient peut-être plus de repères pour prendre certains risques. Et on a eu aussi des meilleures performances individuelles parce que tous ces beaux trucs tactiques, ça sert à rien si Rongier n'est pas là pour équilibrer le milieu avec Hojbjerg et clairement être le cœur de cette équipe. En fait, les deux, ils font un match énorme à plein de niveaux. Et oui, donc après, avoir un cerveau quand on joue dans un système qui te demande une position en attaque, une position en défense, c'est pas mal d'avoir un vrai QI foot. Et c'est ce que Rongier nous a montré. Il a vraiment fait du bien dans ce qu'il fait et puis aussi dans l'abattage parce qu'on va voir que les deux milieux centraux pouvaient aussi se projeter. Bon, voilà, voilà, j'avais fait ce truc avec les deux cartes de position. Donc vous voyez là, Marseille attaqué par là. Waouh, putain, waouh, je pense que vraiment trop de qualité au niveau du design. Elles sont pas mal mes flèches. Donc Marseille attaqué par là, Marseille attaqué par là. Là c'était contre Reims, donc ligne de 3, double pivot au milieu, et ligne de 5 qui était un peu différente avec Wai et ligne de 5 avec Mopé ici. Donc on a retrouvé une structure qui, à mon avis, convient mieux aux joueurs. Et on l'a même, je disais, en renforçant cette structure,
On l'a même amélioré parce que je vous disais aussi, moi j'ai tendance à me concentrer sur comment on utilise le ballon et pas assez sur comment on défend. Et à la mi-temps du match, il y a Ben sur Blue Sky qui m'a dit mais t'as pas vu qu'on jouait à 5? J'ai dit non mais c'est pas possible. Et donc en deuxième période, je me suis dit ah oui putain quand même j'avais pas vu ça. C'était quand même énorme. Et puis en revoyant le match, c'est évident. Donc parce que moi j'étais tellement habitué à Murillo qui se replace là, que tout le monde se décale, que Merlin revient ici, ou là, en l'occurrence, Ulysse Garcia revient ici, que pour moi, on était toujours aux lignes de 4. Mais là, en mettant Luis Enrique à droite, tu as eu ce luxe de dire à Luis Enrique, ben redescends. Donc en fait, en position offensive, tu avais 5 joueurs pour attaquer, et en position défensive, tu avais 5 joueurs pour défendre, puisque Ulysse Garcia était là, et Luis Enrique était là. Donc, c'est une intro un petit peu longue. Pouvoir Coron qui est méchant avec Ben de FCM, mais non, c'est un autre Ben. Je sais plus comment son truc est un peu long, son pseudo. Je sais qu'il y a Ben dedans, mais c'est comment c'est. Donc d'ailleurs, je suis sur Blue Sky, hein, ça me permet de faire la publicité. N'hésitez pas. Comment il s'appelait Ben c'est Ben quelque chose. Enfin. Il se reconnaîtra et voilà. Quand on me fait des remarques intéressantes, c'est bien aussi. Ou quand on me fait des commentaires bizarres comme Ricky. Qui d'ailleurs dit ici, Rongier c'est jamais sa faute quand il se fait bouffer et quand on joue bien c'est parce qu'on voit pas son travail de l'ombre. Je caricature mais c'est le discours dominant. Alors là il y a je sais jamais. Et là c'est Nico de FCM qui me reprenait toujours si on dit un espèce ou une espèce. Enfin bref. Il y a un truc où quand quelqu'un revient et qui fait un bon match, on dit ah bah c'était la solution et puis il fait un mauvais match, tout le monde va le détruire. Bon, on est habitué, quoi. C'est pas notre premier rodéo. On connaît ça. Rongier, c'est un joueur qui, en tout cas, a un cerveau. Et pour jouer dans des équipes comme celle de Sampaoli, une espèce. Merci dans le chat. Pour jouer dans des équipes comme celle de Sampaoli ou de Zerbi, c'est utile d'avoir cette intelligence. Il a des limites évidentes, mais il a aussi des qualités. D'ailleurs, je voulais vous mettre ça aussi. Voilà. Là, c'est la manière dont WhoScored articule la compo de départ. Voilà. Eux, ils ont articulé ça en 3-5-2. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est soit un 5-2-3, donc avec Luis Enrique Garcia dans la ligne défensive sans ballon, et Højbjerg, Rongier ici, Rabiot, Greenwood, Maupay devant, ou alors un 3-2-5 avec le ballon, avec Greenwood qui est là d'ailleurs, Maupay bien dans l'axe et Rabiot là, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'enfin on met bien Murillo ici et pas arrière latéral droit, parce qu'en début de saison on a beaucoup critiqué Murillo en disant oh, quand on le compare avec Merlin il fait pas des bons matchs. Oui, mais on lui demandait d'être central. C'est comme si on comparait l'apport de Saliba et de Cengiz Ünder sous Sampaoli. Ça n'a aucun sens. Bref, on revient à mes petites captures d'écran et à mes beaux traits que je vais faire. Donc là, c'est vraiment le coup d'envoi. Le premier ballon, on voit immédiatement la ligne de 3 derrière. On voit immédiatement le double pivot. Et on voit immédiatement ces trois joueurs. Donc Greenwood, Rabiot et Maupay. Et c'était, encore une fois, si je parlais de Reynald Nouex, c'était pas pour me la péter, pour dire j'ai interviewé Reynald Nouex, mais vraiment, j'ai entendu Pierre Sage dire que c'était l'une des meilleures rencontres qu'il avait faites. Et moi, c'est l'une des meilleures interviews que j'ai faites au téléphone. Reynald Nouex, c'était au téléphone, mais on avait passé un temps fou, il avait vraiment pas pris du temps, il était vraiment un genre de moment où tu dis t'es plus intelligent après qu'avant. Et donc là, donc on voit 3, 2, et la ligne de 3 devant. Et là, on voit Luis Enrique qui est là et Ulysse Garcia qui est là. Et ça va compter parce qu'en fait, les deux vont être clés dans la tournure du match et leur positionnement. Et ils vont avoir un peu du mal.
en sachant qu'ils avaient un duel à jouer contre Machado ici et Frankowski pour Ulysse Garcia, et que vraiment, vraiment, c'est un point décisif. En revoyant le match, je m'en suis encore plus aperçu. Ah non, je peux plus enlever, ok. Voilà. Et un autre truc que Florent Tognuti a montré en palette sur l'apport de Rongier, c'est aussi cet hexagone de manière défensive qui va permettre d'enfermer certains joueurs. Donc tout ça, ça fait beaucoup de trucs. Mais et puis j'ai pas vu tout ça d'entrée, c'est parce que j'ai revu le match, j'ai fait des captures d'écran, ça fait depuis le début de saison qu'on regarde cette équipe, etc. Donc bon, ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup là. Mais tout ça pour dire que il y a certaines constantes. En fait, voilà. Avant tout, il y a certaines constantes. Le double pivot au milieu, selon qu'il fonctionne ou pas, la ligne de 3 selon qu'elle fonctionne ou pas, et la position de Rabiot. Voilà, waouh, c'est la position de Rabiot super importante, et celle de Greenwood aussi, puisque De Zerbi l'a reconnu. En fait, il l'a mis dans l'axe parce que défensivement, il travaille moins, on va dire. On ne travaille pas du tout même. Et donc, on a mis un mec à droite qui fait ce travail. Et je pense, je vais enlever mon gros caca là au milieu, et je pense qu'on va revoir ça. Parce que Monaco avec Caio Henrique et j'ai un trou, l'autre Brésilien latéral qui se fait expulser contre Nice, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, rappelez-moi dans le chat, Vanderson, voilà, Vanderson, Roberto Carlos, voilà, parce qu'avec Vanderson et Caio Henrique, s'ils jouent, on va avoir des latéraux très offensifs, et donc il va falloir les contrôler. Mais bon, voilà, donc premier plan large. Merci le réalisateur, parce qu'ils aiment beaucoup faire des gros plans, les réalisateurs télé, et on voit déjà qu'il y a une structure. Donc toujours dans la foulée de ce premier ballon, on voit aussi comment on va essayer d'enfermer les Lensois avec la Frankowski. On voit déjà, regardez la position d'Ulysse Garcia qui est déjà en train de courir après lui. On va voir Ulysse Garcia beaucoup courir en cette première période. Vraiment, il va y avoir une période de latence où il va falloir qu'il apprenne à mieux se placer. Mais encore une fois, voilà, on voit, bon après c'est une seconde après, donc forcément, voilà la ligne ici. Voilà l'autre ligne ici, Rabiot Højbjerg et Greenwood Rabiot, Rongier Højbjerg et Rabiot Greenwood. On voit qu'il y a vraiment cette volonté d'avoir ces deux lignes là. Là on est toujours dans les premières on est dans les premières minutes, j'ai plus la minute exacte, mais dans les premières minutes. Et si je vous ai mis ça, c'est que c'est intéressant. Là le ballon est à droite et il faut aussi donc coulisser. Murillo est sorti de la ligne de 3 pour aller chasser quelqu'un, et là les Lensois vont ah non, c'est pas là, je sais pas, attendez, c'est pas là, ce dont je vous parle c'est un peu plus loin. Ouais, bon, oubliez ce que je vous ai dit à l'instant. Bon, encore une fois, j'insiste vraiment, voilà, en position défensive, la ligne de 5 avec donc Garcia et Luis Enrique. C'était surtout pour montrer la position de Luis Enrique. Voilà, il redescendait bien, l'OM n'avait pas le ballon, il redescendait, Ulysse Garcia redescendait bien, et ça a été important. C'est l'une des premières fois vraiment qu'on voit ça. Oui, Ulysse Garcia, ce jeune de 18 ans, ce jeune de 18 ans. Bon, voilà, il a eu beaucoup de mal sur le placement. On voit la ligne de 5, Rongier, Højbjerg et Greenwood, Rabiot. Voilà, et Maupay, il va beaucoup redescendre. On en reparlera un peu plus loin du rôle de Maupay. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que là, quand même, quand il y a des plans larges, on voit très clairement l'organisation. Bon, j'espère que, enfin, voilà, c'est clair pour tout le monde. Parce que on a beaucoup lu même les commentaires, c'était pas facile. Et puis en fait aussi, même moi, vraiment, je vous dis, je me concentre beaucoup pour essayer de comprendre ce que je vois, quoi, parce qu'il y a des choses un peu compliquées. Encore une fois, donc défensivement, sans le ballon, la ligne de 5, le double pivot.
la ligne de 2 et l'avant-centre qui est là. Et après ça, on va plus le voir avec le ballon, mais on peut même tracer mon fameux trapèze qui s'élargit. J'ai l'impression de raconter n'importe quoi. Mon trapèze qui s'élargit, mais voilà, où ça s'élargit. Bon. Dans tous les cas, ligne de 5, 2, 2 et l'avant-centre. Donc ça, c'était sans le ballon. Et sans le ballon, il y a eu vraiment des galères avec Ulysse Garcia. Là, on voit, donc c'était ça ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Là, on voit le ballon était à droite et les Lensois vont basculer le jeu. Et on voit l'énorme espace entre Ulysse Garcia et Frankowski. Et on le voit, vous voyez, encore, je vous dis, on va beaucoup le voir dans cette première période. On le voit ici en train de courir, de s'arracher pour revenir sur Frankowski. Il a eu du mal à trouver le bon équilibre entre redescendre, remonter et je ne sais plus qui disait dans le chat. Ouais, mais je pense qu'il a dû lui faire pas mal de reproches aussi de Zerbi. Il y a eu un vrai truc sur le placement d'Ulysse Garcia et Luis Enrique, mais Luis Enrique a bizarrement beaucoup mieux joué, et puis c'est aussi parce que Frankowski a fait une plutôt première bonne période, donc là j'avais pas réussi à prendre exactement le bon moment parce qu'il y a eu un gros plan, mais grosso modo Ulysse Garcia il revient par là. Il arrive trop tard. Frankowski fait ce long ballon. Il y a une projection côté lensois et en une déviation, l'OM va être dans la difficulté. Voilà, c'est même Danso, je pense. Et on voit que sur le côté gauche est dépeuplé. Le temps que ça revienne, le temps qu'Ulysse Garcia revienne, encore voilà, il est ici en train de courir. Le ballon est déjà dans la surface marseillaise et ça va être contré. Ça va être contré, ça va revenir parce que Balerdi va se faire contrer sur son dégagement et c'est là où il va y avoir le centre qui doit faire but normalement et qui est raté parce que le Lensois a peur de mettre la tête. Mais on voit que voilà, ce truc, en fait, ça a tout déclenché, le retard à la base. Bon, après, il faut que Frankowski mette un bon ballon, etc. Mais le retard à la base d'Ulysse Garcia, ça permet, en fait, en première période, les pistons, on va les appeler comme ça, même si j'aime pas trop, puisque c'est un mot balise dans lequel on met plein de trucs et souvent un peu n'importe quoi, marseillais, ont eu du mal à se placer, et notamment Ulysse Garcia, ce qui a permis aux pistons lensois et notamment Frankowski de jouer un peu à sa guise et c'est un bon joueur Frankowski et c'est ce qui a été un peu compliqué. Il a fallu vraiment trouver des repères et que Ulysse Garcia arrive à se placer. Voilà, là on est à la 20e minute, on voit encore une fois, il sait pas exactement où se mettre, il est là, Frankowski est là, il est encore très loin, il y a encore un truc, après le ballon est de l'autre côté, c'est normal, tout le bloc doit coulisser, mais il faut le faire vite. Et petit à petit, ils vont trouver leur rythme. En revoyant le match, c'est quelque chose que j'ai vu. Et ils vont trouver leur placement, ils vont se mettre plus haut. Et ça va notamment donner cette situation, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est la 27e minute. Ah merde, on voit pas. C'est la 27e minute et en fait l'OM a le ballon depuis un moment et l'OM multiplie les triangles au milieu, fait tourner les Lensois, les aspire et à ce moment-là, hop, il y a une passe, je pense que c'est Hojbjerg qui trouve Rabiot et il trouve exactement Rabiot là où il faut le trouver. Donc dans un espace où en plus il y a Ulysse Garcia à côté de lui, où il y a de la place, où on a souvent vu en début de saison ensuite, quant à Merlin être là, faire des centres à ras de terre qui faisaient mouche. Et là, on retrouve exactement cette situation de jeu en fait. Et on voit bien, voilà, quand je vous disais ligne de 5 pour attaquer, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, avec Luis Enrique, Greenwood, Mopé, Rabiot et Ulysse Garcia. Et c'est ce que l'OM voulait faire. Et en fait, au fur et à mesure qu'Ulysse Garcia et Luis Enrique ont pris confiance, se sont plus mis
eux, sur les latéraux lensois, les ont plus empêchés de jouer. Il y a eu une prise en confiance de toute l'équipe. Il y a eu aussi une baisse au niveau du pressing lensois, parce que c'est logique. Ils ont pressé très fort en début de match. Et vraiment, moi, j'ai senti, en revoyant le match, que les Marseillais, ils savaient après où ils étaient les uns par rapport aux autres, que là aussi, ce truc-là, ce trapèze dont j'arrête pas de parler entre Rabiot, Højbjerg, Rongier, Greenwood, ça commençait à fonctionner. Et donc voilà, on a eu des circuits, des trucs qui fonctionnaient et des côtés qui fonctionnaient. Et je vous parle de ça. Je vous dis, ils ont commencé à prendre confiance en début de seconde période. Et là, c'est les Marseillais avec le ballon. 47e minute, donc on est début de la seconde période. On voit, encore une fois, la ligne de 3 avec Rouli qui s'intercale pour la relance. On voit ici le double pivot au milieu défensif, entre guillemets, le double pivot offensif, et on voit qu'il y a des connexions possibles. Voilà. Là, si tu arrives à trouver Rongier, après lui, il va y avoir un peu d'espace, un peu de temps. Et surtout, regardez le placement d'Ulysse Garcia qui oblige Frankowski à être très bas et Luis Enrique qui oblige Dever Machado à être très bas aussi. Et en fait, là, on voit clairement avec le ballon. C'est pour ça que le terme de piston, des fois, c'est un terme un peu balise. On met tout dedans et puis voilà, ça fait l'affaire. Vraiment, en fait, j'ai envie de dire qu'avec De Zerbi, il faut être joueur total de couloir. Il faut que tu prennes tout le couloir. Offensivement, ils sont placés comme des ailiers. Voilà, on ne peut pas dire. D'ailleurs, je parlais de Cengiz Ünder. Cengiz Ünder sous Sampaoli, il est placé comme ça. Il est très haut pour étirer le bloc et pour les tirer dans la largeur et dans la longueur. Et là, Ulysse Garcia et Luis Enrique, ils sont comme ça. Ils sont très hauts. Et bien sûr, il y a aussi Neil Maupay qui a pour vocation de faire descendre. En fait, alors je ne sais pas si c'est aussi des consignes de Zerbi qui leur ont dit là, vous n'hésitez plus, maintenant vous allez très haut, vraiment vous placez comme des ailiers à la mi-temps. Mais en fait, ce truc-là, ça a changé beaucoup de choses. Et le fait que Luis Enrique et Ulysse Garcia, quand l'OM avait le ballon, jouaient vraiment comme des ailiers, ça a vraiment contraint. En fait, à ce moment-là, j'ai eu l'impression que c'est l'OM qui a forcé son jeu à Lens, plutôt que Lens qui forçait le jeu et qui jouait à sa guise. Et voilà, bon, parce que je suis sur mon truc et c'est l'action de la frappe non cadrée de Maupay. Non, ça c'était un peu plus tôt, ou encore une fois, c'était en fin de première période. Ricky qui parle aussi de Faris, justement Faris se blesse et tu remplaces par Maupay, étrange, c'était un bon petit taureau sur les cannes, le Nil, mais c'est pas les pieds, c'est pas Alexis Sanchez, 90% des remises sont ratées, mais oui, tu vois que dans le profil, en tout cas, ça correspond à ce qu'on demande. Oui. En fait, là aussi, je voulais vous montrer un autre truc que j'ai remarqué en revisionnant le match. C'est ce double pivot Rongier-Højbjerg. Quand je vous disais, franchement, c'est un truc ultra basique là aussi. Mais on a fréquemment vu, on voit encore donc la ligne de 3, les mecs qui sont là, qui sont vraiment sur le côté. Ulysse Garcia, vous voyez, il fait un appel d'ailier, quoi. Il demande le ballon, voilà, comme un ailier. Et Højbjerg, là, il se déplace, il se projette. Et en fait, l'un après l'autre, Rabiot et Højbjerg se sont pas mal projetés et vraiment de manière disciplinée. Voilà, je vous dis, c'est pas la révolution du foot de dire que si tu as un double pivot, l'un des deux milieux peut se projeter, mais ça peut être fait n'importe comment. Et si tu as Kondogbia, ça peut plus être compliqué parce que il a plus de mal à se projeter. Là, les deux pouvaient le faire, ils avaient les cannes pour le faire et ils l'ont bien fait. Après, Højbjerg, je pense qu'il va passer beaucoup de la saison comme ça. Encore une fois, il n'est pas servi, donc il regrette de ne pas être servi. Et il y aurait pu avoir un décalage ici. Et là, juste après, voilà, c'est pour ça que j'avais fait ces deux captures. Parce que là, c'est l'action du but. Et là, c'est Rongier qui va se projeter. Et c'est Højbjerg qui va rester derrière à garder les enfants. Donc voilà, tout ça était, en fait, petit à petit, vraiment, le truc s'est bien animé.
parce que d'avoir des lignes, des machins, c'est bien, mais ça sert pas à grand chose si c'est pas bien animé. Et petit à petit, dans le match, heureusement que les Lensois ne marquent pas parce que je pense que l'équipe s'effondre. Je pense qu'Ulysse Garcia, il s'effondre parce que vraiment, il a un début de match compliqué, Ulysse Garcia. Et quand il a pris confiance, quand il a vraiment attaqué Frankowski, plutôt qu'être entre attaquer et défendre sur Frankowski, ne pas savoir trop quoi faire et avoir toujours beaucoup trop de retard sur lui, quand il a pris confiance et qu'il a commencé à faire ça, c'est le pouvoir courant dans le chat qui parlait de l'action de la frappe non cadrée de Maupay en fin de première période. Et voilà, c'est pareil, c'est Ulysse Garcia qui est très haut. Quand Ulysse Garcia a pas eu peur d'aller très haut, même Luis Enrique d'ailleurs, qui l'a joué un peu, il a joué très sécure. Quand les deux ont commencé à ne plus avoir peur et vraiment à se positionner très haut quand l'OM avait le ballon, ça a changé pas mal de choses. Et ensuite, y a plein de trucs, genre oui, en effet, Rongier, il peut bien défendre, il peut être bien placé, il peut se projeter, et tout comme Højbjerg, qui est sans surprise l'un des meilleurs Marseillais depuis le début de saison. Donc voilà, il y avait toutes ces choses-là, et Neal Maupay aussi. Donc Neal Maupay, je voulais vous parler de ce... je pense aussi qu'il faut que ce soit clair, j'espère que ça l'est clair pour tout le monde, que l'avant-centre à l'Olympique de Marseille sous De Zerbi, on lui demande de décrocher et de jouer en déviation ou de récupérer les ballons. Maupay qui a galéré, qui a passé une première période infernale, bouffée en permanence par Danso, qui a mis beaucoup d'engagement, mais qui n'a jamais lâché. C'est la force de Maupay qui a gardé sa détermination intacte. On voit encore une fois, hein, Rabiot, il est là, il est là quoi. Il est vraiment milieu de terrain offensif, alors que là c'est Greenwood qui est redescendu. Et là on voit l'excellente passe de Balerdi qui relance vers Neal Maupay, qui doit redescendre. C'était vraiment une excellente relance. Et on voit que là, si Maupay réussit sa déviation, derrière, malheureusement il va la rater, le ballon va rebondir, mais derrière Rabiot, s'il remet bien Rabiot, il peut soit relancer une 2 avec Maupay ici, soit lancer Ulysse Garcia là-bas, soit voire même lancer Luis Enrique qui était aussi dans les starting blocks. Malheureusement, la déviation est ratée, mais ça va quand même être récupéré par Rabiot. Mais voilà, et on n'a pas besoin de revenir sur la première passe décisive qui est vraiment limite le plus beau geste technique du match pour moi. Vraiment, ce que fait Neal Maupay, l'amorti de la poitrine, la place dans la course, c'est quand c'est simple et que c'est parfaitement réalisé, c'est très dur à faire. Donc voilà, je pense que on va revenir sur d'autres matchs. Je pense que je vous ai montré un petit peu ce que je vous ai montré. Alors des fois c'est peut-être un peu confus. J'espère que ça va un petit peu. S'il y a des trucs à retenir, vraiment, pour moi, c'est ça. Le placement de Luis Enrique et d'Ulysse Garcia, des ailiers avec le ballon, des vrais défenseurs sans le ballon. On va revenir sur le truc, sur l'une des captures, voilà. Avec le ballon, voilà, une ligne de 3 défenseurs centraux dans laquelle le gardien peut s'intercaler. Un double pivot défensif qui forme un trapèze avec le double pivot offensif, on peut dire. Voilà, milieu offensif central droit, milieu offensif central gauche, avec un Rabiot qui est vraiment beaucoup plus allé vers le côté gauche. Et on voit aussi par rapport au début de saison que j'ai l'impression, encore une fois, hein, je peux me tromper, mais que ces milieux offensifs centraux ont tendance à beaucoup plus étirer et à beaucoup plus partir dans la largeur, donnant des angles de passe très intéressants et étant souvent libres. On retrouve un petit peu ce qu'on trouvait en début de saison contre Reims par exemple, mais de manière un peu différente. Bon, bref, donc la ligne de 3, double pivot au milieu, Rongier et Højbjerg qui marche du feu de Dieu parce que les deux ont un cerveau foot,
même si ils ont des limites et que moi, Rongier, le début de match, je trouve pas que c'est excellent. Quand il prend son carton jaune, je me dis aïe 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 aïe, ça sent pas bon, etc. Bon, petit à petit, ils ont trouvé leur repère. Je pense qu'il y avait aussi besoin de repères, aussi pour Ulis Garcia, aussi pour Luis Enrique. Donc voilà, eux, des ailiers en attaque, des latéraux en défense, une structure retrouvée au milieu et puis un petit Murillo, je sais pas, je me faisais la réflexion aujourd'hui parce que c'est un joueur qui est rarement bon, etc. C'est pas un foudre de guerre, Murillo, mais je m'étais dit, écoutez, c'est un joueur qui est souvent critiqué, mais qui, comme certains disent, qui fait le café, quoi. Il est quand même utile à ce prix-là quand on compare avec d'autres achats en défense centrale, sans être méchant avec Brassier par exemple, etc. Ou même Lirola, c'est un mec qui a pas coûté cher, qui va pas être dans l'équipe type de la saison, mais qui fait ses matchs et qui est utile. Oh là là, putain, je suis trop bon en dessin, c'est incroyable. C'est vachement dur de dessiner sur Canva, je vous le dis. Donc oui, je voulais. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu un petit peu, et je voulais vous montrer un petit peu par rapport au bordel contre Auxerre. Alors certes, on voyait encore la ligne de 3 défenseurs qui était là. Mais la ligne de 3 défenseurs, donc là déjà c'était avec Lirola. Lirola jouer comme un ailier, revenir comme un latéral avec son coffre actuel, dur, voire pas du tout possible. On devait vraiment bricoler parce que donc là Lirola vient dans la ligne de 3, là c'est Merlin qui vient dans le double pivot au milieu. Là on voit c'était Luis Enrique et Omopé qui... tout était bordélique. Là, Rabiot jouait comme un avant-centre qui se projetait, enfin pas comme un avant-centre, c'est pas vrai, mais il faisait des appels d'avant-centre et souvent il se projetait. Donc là, il sert plus à rien. Là, on va donner sur le côté. Rowe, il servait pas à grand-chose sur ce match malgré tout son talent. Bref, il y avait plus de structure. On peut se dire, ok, on voit qu'il voulait articuler ça, mais comme je vous disais, faire des lignes, c'est bien beau, mais il faut qu'après, ça s'articule bien, ça s'anime bien. Et là, c'était pas du tout animé, c'était un véritable désastre. Et au contraire, on n'est pas encore là. Moi, je pense que c'est la plus belle action marseillaise de la saison, limite, pour moi, ça. C'était contre Reims, qui est l'un des plus beaux matchs que l'OM n'a pas gagné à cause d'un trou d'air assez incompréhensible. Mais on voit, voilà, là, tout était bien en place avec la ligne de 3, le double pivot. On avait attiré 1, 2, 3, 4, 5 Rémois. Et à un moment, il y a une passe parfaite vers Luis Enrique qui après avait décalé, comme Rabiot aurait pu le faire à un moment avec Ulis Garcia, avait décalé vers Merlin qui avait centré pour l'autre côté, pour Harit. Ça fonctionnait parfaitement et ça s'est déréglé, ça, pendant la saison, et je pense que c'est la fin de mon PowerPoint. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce match de Lens. Sur les solutions qu'a apporté De Zerbi aux problèmes qui semblaient être assez évidents. Donc l'équipe a retrouvé de la structure. On a trouvé une place, si on revient sur les problèmes du début. On peut se dire que... où est-ce qu'elle est cette... Voilà. On peut trouver que là, ça on a réussi à le compenser. À voir quand même Ulis Garcia, parce que c'est un joueur dont les limites sont évidentes, mais qui, à mon avis, a un certain bagage tactique. C'est quand même un international suisse. Il a évolué en Bundesliga. Il doit quand même avoir certains repères. Et puis au fur et à mesure, ça a été mieux dans le match, et il a de l'abattage physique. Donc est-ce que ça peut être ce joueur fonctionnel qui à gauche permet d'attaquer à 5 et de défendre à 5? À voir. Peut-être aussi qu'il va se partager le poste avec Merlin, qui va retrouver de la caisse
parce que là, c'était très mauvais, parce que vraiment, je pense que physiquement, il n'y arrivait plus. Donc, s'il retrouve de la caisse, peut-être que Ulysse Garcia, ça peut être une concurrence saine et être vraiment la doublure de Quentin Merlin. Et si l'OM retrouve le Merlin de début de saison, bon, ça devrait être une plus-value parce que lui réussissait à merveille ce rôle. Trouver une place à Rabiot, bah, ça a été fait. Je pense que là, il ne faut plus toucher. Milieu offensif central gauche, voilà. Je pense que milieu offensif central gauche, c'est un poste parfait pour lui. Ça ne l'empêche pas de redescendre pour défendre. De temps en temps, il pouvait aussi redescendre un peu plus bas, mais essayer de monter un peu plus haut. Apparemment, d'après les échos de la presse, c'est un poste qui lui a plutôt plu. Il a beaucoup d'abattage physique aussi, donc il peut beaucoup courir. Donc je pense que c'est très bien. Et la défense à droite, donc en replaçant Greenwood dans l'axe, il peut toujours avoir ses gestes décisifs. Et Luis Enrique, il a aussi il a cet abattage, il a certains repères sur le côté aussi. La question quand même qu'on peut se poser, c'est si Luis Enrique se blesse ou est suspendu, comment on fait si on reste dans ce système? Après, est-ce qu'on va rester dans ce système? Parce que je pense que ce système, il dépendait aussi de Lens et du fait que tu avais Machado et Frankowski. Encore une fois, je pense que contre Monaco, ça devrait être le cas. Est-ce que tu vas le faire tout le temps? À voir. En tout cas, tu as retrouvé une certaine stabilité, une stabilité tactique et les joueurs ont donné l'impression de retrouver des repères dans ce système-là. Donc voilà. Voilà. Et Merlin à la place de Rongier, me dit Ricky, bah ouais, c'est... Après, Merlin à la place... Est-ce que c'est vraiment Rongier qui te déplaît? Je sais qu'il fait beaucoup débat Rongier sur le côté, c'est quand même pas normal qu'un joueur avec de telles limites, etc. Dis-moi dans le chat, moi je pense que Rongier en fait c'est le joueur fonctionnel ultime et vraiment donc c'est un compliment, c'est un mec qui se met au service de l'équipe et qui permet à l'équipe de bien fonctionner en fait. Le joueur fonctionnel ultime dans le sens où un coach lui dit tu dois faire ça, il se dit ok je vais faire ça et ça va permettre aux autres de bien fonctionner aussi. C'est-à-dire que Rongier, des fois, tu vas lui donner des tâches ingrates, tu vas lui dire ouais, tu vas être latéral droit et puis tu rentres dans l'axe, il va le faire. Ça va permettre de mettre un ailier en plus, ça va permettre de mettre un milieu de terrain offensif en plus, ça va permettre de faire plein de choses, ça va permettre à Højbjerg de mieux fonctionner, même s'il fonctionne très bien, ça va lui permettre aux Danois de monter de temps en temps, ça va permettre au système de monter. Donc en fait, Rongier avec voilà le plafond de verre qu'il a, ça reste un joueur qui est admirable dans le sens où il permet à l'équipe de mieux fonctionner. Et après sur l'absence de Merlin, je pense que vraiment Merlin, il faut à gauche, ça fonctionnait trop bien. Et je sais qu'en préparation, même à Brest, il y avait ce truc de dire ok, on va mettre Merlin dans le double pivot. Je sais pas, j'en suis pas fan. Après, c'est une idée qui trotte dans la tête De Zerbi. On a vu que contre Auxerre, pareil, on a essayé de le remettre là. J'en suis pas. Je pense que c'est bête de se priver d'un joueur qui a ses repères sur le côté et qui peut faire au bas dans le couloir, qui peut te permettre de jouer comme tu en as envie de jouer. Donc, pour moi, c'est vraiment dommage de se priver de Merlin là. Après, bon, voilà, c'est la vérité de Lens. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il a réglé beaucoup de problèmes contre Lens. Donc, j'aimerais revoir ce style de jeu là. Même si c'est pas dingue non plus, hein, parce que on sait qu'à Marseille, on s'enflamme vite quand ça perd et quand ça gagne. Voilà, première période, c'est pas dingue, il a fallu un peu s'acclimater. Tu passes à ça de la correctionnelle aussi. Donc,
c'est pas exceptionnel et surtout c'est pas exceptionnel dans les sorties de balle. Moi j'attends aussi d'avoir des phases où vraiment tu parviens à manier le ballon un peu mieux que ça, où tu parviens même aussi à avoir plus d'occasions. Pour ça que je parle beaucoup de Reims comme match très abouti de l'OM, parce que l'OM se procure beaucoup d'occasions contre Reims, ne les met pas et Liwahi bouffe un peu la feuille de match. Et en termes de contenu, si tu dors pas pendant 15-20 minutes au retour des vestiaires, c'est sans doute ton meilleur match. Et moi, c'est ce que j'attends plus de voir. Alors qui nous dit après, pour parler de Rongier, ce que je vois c'est qu'il met trop de temps à lâcher la balle pour finir par faire une passe molle. Je vois que quand on perd un but, 40% du temps, et c'est pas pris au hasard ce pourcentage, il fait une grosse erreur où il est en train de trottiner tranquille et ça me rend fou. Il faudra voir. Écoute, là, il a quand même été, tu vois, il a quand même été utile sur deux trois trucs, sur deux trois mouvements. Alors, parce que je me suis pas attardé sur son cas, euh, mais tu vois, sur ce que je te disais sur le joueur fonctionnel ultime, le truc, c'est peut-être aussi que quand il sait pas où donner le ballon, c'est que l'équipe ne fonctionne pas. En fait, des fois l'équipe ne fonctionne pas, et Rongier c'est censé être celui qui l'a fait fonctionner, mais comment dire, qui doit mieux la faire fonctionner si elle fonctionne déjà. En fait, c'est ça. Rongier, c'est celui qui doit mieux faire fonctionner l'équipe si elle fonctionne déjà. Et des fois, Rongier, il a le ballon dans les pieds et l'équipe, elle ne fonctionne pas. Donc ouais, peut-être que c'est ce que tu décris qui arrive à ce moment-là. Mais sur l'occasion de Lens, il lâche son joueur sur l'action. Écoute, je vais regarder, et puis s'il est titulaire, on regardera. Après, je sais que tu regardes ce que fait Florent Tognuti. Après, il a aussi bien illustré ce que Rongier apporte avec sa palette qui était très parlante et bien mieux faite que mes traits tout tordus là. Mais il te permet quand même beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression vraiment que dans le placement, dans l'intelligence de jeu, c'est quand même utile d'avoir un Rongier. Après, c'est pas la qualité technique de Payet. Voilà, c'est aussi un plafond de verre assez intéressant, assez important. Mais je regarderai ça. Écoute, voilà un petit mot sur Monaco. Je sais pas si parmi vous on regardait Monaco contre Benfica en Champions League. L'occasion de se rappeler que la saison dernière, l'OM jouait contre Benfica. C'était un peu assez triste ce souvenir de ça. Parce que tu dis, bon, cette année pas de Coupe d'Europe, etc. Mais ouais, Monaco, une équipe très bizarre. Voilà, je vais vous partager mon écran. Qui enchaîne, en fait, qui me donne l'impression d'être évidemment fort, techniquement, physiquement, mais assez faible psychologiquement. J'ai envie de dire que mentalement, c'est pas une équipe. Parce que je pense à Nice-Monaco. Alors, c'est faible mentalement. Comment dire? C'est un peu dur, mais c'est une équipe qui peut craquer mentalement. Voilà. C'est que Nice-Monaco, ils doivent jamais perdre ce match. À la fin de première période, ils doivent mener 3-0. Ils mènent que 1-0. Ils se font égaliser avant ou après le carton rouge. Dans tous les cas, ils prennent un carton rouge absolument stupide. Voilà, ils se font égaliser sur un coup franc. Et juste avant le retour au vestiaire, Vanderson prend un carton rouge vraiment où en fait, je pense que c'est Mohamed Ali Chaud qui le provoque, qui provoque la faute. Et Vanderson réagit. Et vu qu'il avait déjà un jaune, eh ben, il est exclu. Et après, en seconde période, il se sabote. Ils finissent par perdre le match. Et vraiment, tu regardes ça, tu te dis, mais
comment ils ont fait? Comment ils ont fait? C'est assez incompréhensible. Et là, contre Benfica, euh, pareil, encore une fois, beaucoup de qualité, mais ils ouvrent le score à 1-0. Elias Benseghir, super joueur, même si à un moment il fait une passe qui peut faire but, etc. Mais après l'ouverture du score, ils voient plus trop le jour. Ils se font égaliser, ils prennent le rouge, ils parviennent à mettre un but du 2-1. Je me demande s'ils n'ont pas une occasion du 3-1 même. Et en fait, ils finissent par craquer en fin de match. Donc c'est une équipe qui est très bizarre, qui d'un côté est très forte. Franchement, Akliouche, Benseghir, c'est quelque chose. Mbolo, ça me fait très peur parce que c'est une bête au pressing. C'est vraiment un mec qui apporte beaucoup dans le jeu parce qu'il va chasser les défenseurs centraux, mais c'est un désastre devant les cages. Il rate tellement d'occasions, c'est incroyable. Ils ont des mecs comme Zakaria, Kamara, Singo, très puissants offensivement. Vanderson, Caio Henrique, c'est pas mal offensivement. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs à dire sur cette équipe. Et même Ileni Kena, c'est pas mal aussi du tout. Balogun, avant qu'il se blesse, là, c'était l'épaule, il me semble, il revenait bien, il retrouvait un niveau tout à fait décent. Donc beaucoup de qualité, mais une équipe qui peut craquer. Une équipe qui peut craquer. Donc à voir à quoi ça va ressembler, à voir si on va rejouer de cette manière-là, forcer Henrique et Vanderson à défendre. Ça peut avoir du sens, encore une fois, hein, je vous renvoie à Bielsa, mais est-ce que je fais quoi que ce soit d'autre dans ma vie que ça? Non. Donc c'est Bielsa qui disait quand j'entraînais l'Argentine, je devais jouer contre le Brésil de Roberto Carlos et Cafu et ils étaient inarrêtables. Donc la seule solution que j'ai trouvée pour limiter leur impact, c'était de les faire défendre. Donc est-ce que c'est alors Vanderson et Caio Henrique ne sont pas Cafu et Roberto Carlos. Surtout Cafu, c'était un monstre vraiment pour avoir revu des matchs en 92, c'est déjà 91 je crois, finale de Libertadores. Un monstre. Je pense que c'est le genre de mec Cafu comme Lilian Thuram. Tu vois des matchs des années 90, tu dis, tu les mets aujourd'hui en 2024, physiquement, ils donnent l'impression qu'ils tiennent la route. Vraiment, Cafu, c'est parmi les vieux visionnages, c'est super intéressant. Ils sont pas non plus ultra offensifs, ces latéraux. Je trouve notamment Caio Henrique a été plus offensif, mais ils sont quand même offensifs. Et c'est souvent Zakaria, Kamara. Et des fois, tu as même des montées de Singo qui est aussi physiquement un monstre. Vraiment, ça peut être assez impressionnant quand Singo prend le ballon. Ça peut aussi provoquer des cartons rouges parce que de temps en temps, voilà, il a un peu ce côté en moins poussé, mais un peu Isaac Touré. Et c'est aussi un meilleur footballeur, je pense. Mais il est vraiment surimpressionnant physiquement, Singo. Donc, de temps en temps, il peut récolter des cartons. Bref, je comprends pas beaucoup Monaco. C'est une équipe qui fait peur parce que vraiment énormément de talent techniquement. Énormément de talent techniquement et physiquement. Mais mentalement, il y a un truc. S'ils craquent, il y a un truc, vraiment, ça peut aller vite avec eux. Donc voilà, il peut récolter des cartons comme Danso, pire que Danso. Bon, on verra ça. Cafu, la bonne tisane transalpine. Attention, Ricky, parce que là, je te parle de Cafu lorsqu'il était à San Paolo. Je te parle de la finale de Libertadores contre Newell's Old Boys. Vraiment, il m'avait épaté sur l'aller-retour. Je m'étais dit, moi, je pense qu'il était là à l'aller-retour. Vraiment, vraiment le meilleur joueur. Meilleur joueur. Après, c'est vrai qu'il a passé beaucoup de temps en Italie, mais je te laisse la responsabilité de te dire sur les pharmacies en Italie dans les années 90. En tout cas,
Voilà, il y a... ça- on en a trop dit. C'est l'air vivifiant des Alpes, sans doute. C'est l'air vivifiant des Alpes, sans aucun doute. Bon, je vais vous laisser ici. Je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'être présent. Je vous remercie de votre soutien. Ça fait sincèrement plaisir. Vraiment, je vous dis, je me suis dit, bon, ben voilà, il faut être un petit peu. À un moment, va falloir aussi arrêter de. Enfin, va falloir prendre le positif et vous êtes très positif. Donc un grand merci à vous tous. Et puis voilà, on se refera des lives une fois de temps en temps. Si voilà, plus de lumière, c'est l'heure de partir. Oh là 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 là, c'est vraiment décidément. En fait, c'est mon équipement maintenant qui décide. C'est mon équipement qui décide de la fin des lives. La dernière fois, c'était la caméra. Cette fois-ci, c'est la lumière. Donc, je vous remercie. Je vous remercie aussi sur YouTube. Vous avez été super, les gars. Merci beaucoup. Et voilà, on refera des lives quand il y a des choses à dire tactiquement sur cette OM de 2 Herbie. Et je vous dis bon week-end, bon match et à très bientôt. Ciao, ciao.